Eh ben, bonjour à tous. Donc moi c'est Laurent Moulin, j'ai 42 ans. J'ai une formation, j'ai un BEP et un bac professionnel en horticulture que j'ai passé de 1997 à 2001. Et c'est en 2000 que j'ai acheté ma première Dionée lors d'une visite d'une exploitation dans le sud de la France. Ils avaient voilà, une petite jardinerie et j'avais vu une Dionée, donc j'ai fait un petit craquage, j'ai acheté une petite Dionée et c'est de là que m'est venue cette passion. Donc ça fait voilà 22 ans, enfin 23 maintenant, euh, que je suis tombé dans les plantes carnivores. Donc depuis ces années-là, ben, j'ai fait un site internet, j'étais beaucoup sur les forums, du temps des forums. J'ai fait aussi une chaîne YouTube, que ce soit le site internet, les forums ou la chaîne YouTube, c'est tout au nom de Carni69 pour ceux qui ont déjà vu passer des photos ou des vidéos. J'ai été longtemps à Dionée, à Lyon, et avec Arthur Sanguet et Rémi, on a relancé l'antenne Aura, donc pour Auvergne-Rhône-Alpes. On l'a relancé en 2019, donc voilà, on essaye de participer, foire aux plantes rares, faire des sorties in situ. Voilà, donc voilà pour un petit peu pour la présentation. Et sur la voilà, diapositive suivante, donc aujourd'hui, on m'a invité pour parler de la culture des plantes carnivores en sphène morte. Car donc j'ai été invité à rejoindre ce groupe hein, qui est Carnivore Éducation. Alors je suis arrivé un petit peu sur le tard parmi l'équipe et certains sujets de conférence étaient déjà pris. Et quelqu'un qui a vu sur ma chaîne YouTube une vidéo que j'avais faite sur la culture en sphène morte m'a dit, bah tiens, tu avais fait une vidéo sur la culture en sphène morte, eh ben, pourquoi pas approfondir un petit peu le sujet. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée, que ça pouvait approfondir un petit peu déjà ma connaissance personnelle, vous la faire partager. Donc par information, ça fait 3 ans que j'ai commencé cette culture. Donc là, j'ai un recul qui commence à être sympathique par rapport au retour d'expérience que j'ai pu faire. Euh, voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette culture, ce substrat alternatif à la tourbe. Et donc sur la prochaine photo, on va pouvoir voir un petit peu le type de substrat, donc la tourbe blonde, et vous expliquer voilà, ce que c'est un petit peu la sphène morte. Donc on peut voir un petit peu sur les photos, donc en haut à gauche, on a une tourbière. Voilà, la partie visible qu'on connaît. Sur la photo en haut à droite, on a un carottage où en fait en haut on trouvera la sphène vivante. Dessous la sphène vivante, il y a donc la sphène morte, c'est la partie qui va nous intéresser. Dessous la photo suivante, donc on a les 3 différents types de tourbes, qui est la résultante de la décomposition de la sphène morte. Donc on a la tourbe blonde, la tourbe brune et la tourbe noire. Donc pour vous expliquer un petit peu tout ça, le substrat donc, le plus utilisé dans la culture des plantes carnivores, c'est la tourbe blonde. C'est à laquelle on peut ajouter des allégeants comme la perlite, la vermiculite, le sable de rivière non calcaire. Voilà pour les 3 principaux allégeants qu'on peut rajouter à la tourbe. Les plantes, dans leur milieu naturel, vivent dans les tourbières, donc milieu naturel humide. Les tourbières sont formées lors de la dernière ère glaciaire, il y a entre 12 000 et 14 000 ans. Et voilà, donc les 3 types de tourbes, la tourbe blonde, la tourbe brune et la tourbe noire, donc la différence entre ces 3-là, c'est la décomposition de celle-ci. Donc la première couche, c'est la tourbe blonde, c'est le résultat donc, de la décomposition de la sphène morte, qui est la résultante de la sphène vivante, qui est juste au-dessus. Sur la feuille suivante, je vais vous parler un petit peu de mes motivations pour lesquelles j'ai fait cette culture. Donc après plusieurs observations dans les milieux naturels ou en culture, les tourbières, les plantes carnivores type Drosera n'ont pas les racines qui arrivent jusqu'à la couche de tourbe blonde. C'est pourquoi le fait de les cultiver en semaine morte ne devrait pas poser de problème.
On voit sur la photo d'avant, le carottage, il doit y avoir à peu près entre 20 et 30 centimètres de sphaigne, entre 20 et 30 centimètres de sphaigne morte. Les racines arrivent rarement chez les Drosera jusqu'à la tourbe blonde, en fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit que les cultiver uniquement en sphaigne morte, ça ne devrait pas poser de soucis. Idem chez les Sarracenia, même s'ils ont un système racinaire plus grand. Donc c'est pour ça que je vais commencer à cultiver sur ces deux variétés-là. Puis après, j'ai fait d'autres tests, je vous expliquerai tout à l'heure. Sur mes cultures en sphaigne morte, je n'intègre pas de sphaigne vivante. Je l'ai fait une année et en fait, pour les Drosera, c'est un petit peu galère. Les hibernacles, l'hiver, ont tendance à disparaître dans la sphaigne morte, puisque la sphaigne pousse uniquement par le dessus et les hibernacles ont tendance à se faire ensevelir, si on peut utiliser ce terme, par la sphaigne vivante. Donc la culture en sphaigne morte, je la fais sans sphaigne vivante. Alors, pour la photographie suivante, hop, je tourne ma petite feuille d'écran. Donc, dans les motivations qui m'ont poussé à faire la culture en sphaigne morte, eh ben, c'est l'arrêt de la vente de la tourbe blonde qui est évoquée depuis plusieurs temps déjà, voire quelques années. Donc, on parle de plus en plus de l'arrêt de la commercialisation de la tourbe blonde. En effet, elle a été beaucoup exploitée, détruisant les milieux naturels pour l'exploitation agricole. Car il y a de la présence de tourbes dans les terreaux, notamment les terreaux universels, qui sont utilisés pour les plantes vertes, les potagers, enfin tout ce qui est utilisé pour le terreau. Et car la tourbe a la capacité de retenir l'eau. C'est pour ça qu'elle est ajoutée souvent au terreau universel. Et elle a été aussi, comme sur cette photo, utilisée comme moyen de chauffage. Alors c'est un moyen de chauffage qui aujourd'hui n'existe plus trop, même s'il y existe encore quelques. C'est une méthode qui est encore un petit peu utilisée, mais beaucoup moins. Mais elle a été beaucoup utilisée comme moyen de chauffage. Sur la photo suivante, l'autre intérêt, bien sûr, ce sera l'intérêt écologique. Car la sphaigne croît en taux de 2 à 12 cm par année, selon les variétés et les conditions climatiques, évidemment. La partie inférieure de la plante meurt et s'accumule au fond de la tourbe, formant graduellement de la tourbe blonde. Donc, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure par rapport au carottage. L'accumulation annuelle de cette tourbe est d'environ 0,5 à 1 mm par an. Voilà, donc pour donner 1 mm de tourbe blonde, il faut 1 an de décomposition de sphaigne morte. Et on a vu que sur une année, la même année, la sphaigne peut pousser de 2 à 12 cm par an. Donc, il y a vraiment un intérêt à prélever dans les endroits autorisés, bien sûr, de la sphaigne morte. Il est évidemment interdit de la ramasser en France, c'est protégé. Mais on va voir quels sont les endroits où on peut s'en procurer. Donc, sur la photo suivante, on va voir où est-ce qu'on peut s'en procurer. Donc, on peut s'en procurer dans les commerces, sur les sites de vente en ligne, et c'est la sphaigne du Chili, s'appelle Sphanium magellanicum. Donc, la sphaigne du Chili, sa ressource est inépuisable car sa repousse régulière permet un prélèvement sur des centaines de milliers d'hectares et ceci est fait à la main. Cette sphaigne provient d'une région du Chili située à plus de 1000 km au sud de la capitale Santiago, proche de la Patagonie et de l'île de Chiloé, 3 fois plus grande que la Corse. Le climat très humide de cette région permet à la sphaigne de se développer dans des conditions uniques au monde, loin de toute forme de pollution. La sphaigne de Chiloé est connue comme étant la meilleure au monde. La sphaigne du Chili grandit de 8 cm par an. Donc, comme je disais tout à l'heure, selon les variétés, elle peut pousser entre 2 et 12 cm. Donc, celle-là, le Sphanium magellanicum, pousse à raison de 8 cm par an. Sa récolte se fait manuellement et se fait tous les 4 ans en respectant l'habitat ainsi que les personnes qui participent à sa production. Donc là, comme on peut voir sur les photos que j'ai mises, alors sur les photos internet, la récolte se fait manuellement
C'est pas mécanisé. Et on va voir sur la photo suivante, le conditionnement et la récolte. Donc la récolte de cette sphaigne, c'est seule la couche superficielle est récoltée, ce qui permet de ne pas toucher à l'écologie de la région. Les producteurs se sont engagés à ne pas récupérer la tourbe, ce qui permet à la sphaigne de se régénérer dans des conditions optimales et homogènes. Cet engagement vise à l'exploiter en respectant l'environnement. Son exploitation se fait selon une charte morale dont les principes sont empruntés au commerce équitable. Alors pour remémoriser un petit peu tout ça, le commerce équitable, c'est-à-dire que les employés, par exemple, sont mieux payés que voilà, les salaires moyens chiliens, et les producteurs sont bien rémunérés aussi. Donc le principe du commerce équitable. Les fibres sont contrôlées longueur et épaisseur avant leur conditionnement et livraison en Europe ou Amérique du Nord. Comme on peut voir ici, donc ça se fait tout manuellement. La semaine est séchée et conditionnée dans des paquets de 1 ou 5 kilos, comme on peut voir sur les photographies. Sur la photographie suivante, alors non, on va revenir à celle d'avant. Pardon, j'avais pas fini. Donc elle est conditionnée sèche sous forme compressée, donc de 1 ou 5 kilos, comme je disais. Cette mousse emmagasinant plus de 20 fois son poids en eau, 1 kilo de sphaigne morte donne ainsi 20 à 30 litres de substrat. Les propriétés des sphègnes européennes ne sont pas les mêmes que la sphaigne du Chili. Par exemple, la sphaigne chilienne accepte les apports d'engrais, alors que ceux-ci font pourrir la sphaigne européenne. La capacité de rétention d'eau des sphègnes européennes est très inférieure. Les sphègnes européennes à croissance très lente sont protégées car elles ne se régénèrent pas aussi rapidement que celles du Chili. On va être plus dans les sphègnes européennes dans les pousses de entre 2 et 5 centimètres, donc qui est clairement moins que la sphaigne du Chili. Autre avantage aussi, la sphaigne du Chili, contrairement à de nombreuses sphègnes européennes, a une tenue exceptionnelle aux températures élevées, qui fera partie de notre sujet de table ronde. Et elle résiste sans problème à des températures excédant les 30 degrés. 30 degrés qui est atteignable très facilement depuis ces dernières années. Et donc la sphaigne du Chili est capable d'endurer ces fortes températures. On reparlera de tout ça dans la table ronde au niveau des températures, puisqu'il y a un petit sujet qui est prévu pour. Donc voilà, je vous déconseille vraiment, bien sûr, je fais un petit rappel, de ne pas prélever de sphaigne en milieu naturel. C'est complètement interdit, je le reprécise, même si tout le monde le sait plus ou moins. Il existe aussi la sphaigne de Madagascar qu'on peut trouver également sur les sites de vente. Ses propriétés sont quasiment identiques à celles du Chili, mais celle-ci coûte un petit peu plus cher. Donc la sphaigne de Madagascar, c'est le Sphanium cristatum, et la sphaigne du Chili, c'est le Sphanium magellanicum. Voilà pour les explications un petit peu pour savoir d'où vient un petit peu cette sphaigne, comment elle est récoltée, quel est son usage et ses particularités. Donc sa plus grosse particularité, bien sûr, c'est le fait qu'elle retienne 20 fois son poids en eau, ce qui est parfait pour la culture de nos plantes carnivores. Voilà, on arrive sur la fin. Je vous fais une petite dernière diapositive. Donc sur mes retours d'expérience personnelle que j'ai pu faire donc, après observation sur ces 3 années de culture chez moi. Donc j'ai testé la culture en sphène morte sur plusieurs de mes plantes. Maintenant, je peux dire qu'on peut l'utiliser pour la culture des Helianthora, sans aucun souci. Sarracenia, Darlingtonia. Alors Nepenthes, j'en ai pas, mais je sais que la sphaigne est utilisée pour les Nepenthes. Et les Drosera, hormis bien sûr tout ce qui est pygmée et tubéreux qui demandent des sols beaucoup plus sableux. Moi, je sais que j'ai quelques pygmées et un Drosera tubéreux, c'est plutôt du 50-50 au niveau allégeant et tourbe. Et je me suis pas risqué à tenter. Peut-être que je tenterai l'année prochaine un mélange de 50% sphaigne et 50% de perlite ou de sable. Mais pour les tubéreux, ouais, j'ai un peu froussard là-dessus. J'avais pas forcément envie de les perdre. Sinon, sur le retour d'expérience que j'ai fait aussi,
La sphène a également des propriétés antifongiques, donc réduisant les risques de développement des maladies cryptogamiques, à savoir les champignons. Les différentes formes de maladies cryptogamiques représentent environ 90% des maladies des végétaux. Donc c'est parfait, l'utilisation de la sphène pour éviter ces maladies-là. Un mélange de sphène avec un allégeant type perlite est possible et même conseillé, puisque la perlite va apporter de la légèreté dans le substrat et permet d'obtenir un substrat aussi très drainant. Grâce à sa porosité, elle a une grande capacité de rétention jusqu'à 5 fois son poids. Donc ça se marie très bien avec la sphène morte. Il y a des petits inconvénients quand même sur ce type de culture et son principal inconvénient, ça restera quand même son prix, car il faut compter environ 3 fois le prix de la tourbe blonde. Si on se balade un petit peu à faire des comparatifs de prix, la tourbe, il faut compter 15 € pour 70 litres et pour faire 70 litres de sphène, il faut environ 2,5 kg de sphène séchée, soit environ 45 €. Donc, pour les 15 € de tourbe, voilà, il faut compter 3 fois le prix de, 3 fois le prix de la tourbe. Mais les avantages, sont multiples, en plus de ceux que j'ai cités, dans cette mini conférence, il y en a une qui est assez conséquente, c'est la réduction de la pousse des Utricularia subulata. Tous les passionnés de plantes carnivores, savent de quoi je parle puisque c'est une utriculaire qui est très difficile à se débarrasser. Mais subulata ne se plaît pas du tout dans la sphène pure et est assez aisé de s'en débarrasser avec d'une petite pince à épiler. Dans la tourbe, elle va vraiment tendance à pousser de partout, alors que dans la sphène, voilà, sa pousse est vraiment très limitée et avec une petite pince à épiler, on peut l'arracher assez facilement. Voilà. Donc là, j'ai fini ma petite conférence. J'espère que j'ai été clair sur mes petites explications, sur les petites recherches que j'ai faites. Et puis voilà, on va pouvoir faire une petite table ronde pour parler de tout ça. Et ben, David et Arthur, je m'en remets à vous pour les petites questions que j'attends. Ça marche. Merci beaucoup, Laurent, Nice. d'avoir pris le temps C'était de cool. faire Attends, on va ça. attendre David qui devrait Ouais, arriver. je suis là. Alors, attends. Hop. J'attends Ouais, pas le de feu souci. vert, le feu vert du chef. Ouais, on va remettre le son là-bas. C'est bon. Ah, ouais. Est-ce que tu m'entends? Alors oui, Oui, on t'entend. Est-ce que tout le monde m'entend? Je pense que oui. Ça fait pas d'écho, j'en sais rien. Je vais mettre dans ce mode-là. Attendez, comment on va faire ça? Je vais mettre dans ce mode-là. Et est-ce que ça marche ça? Excusez-moi, hein, est-ce que tu peux enlever le partage d'écran, s'il te plaît, Arthur? Merci beaucoup. Et normalement, si je fais ça, ça marche pas du tout. Hop. Ah, c'est ma webcam. Désolé. Et ben écoutez, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Je mettrai la webcam par-dessus. Bougez pas, je fais ça tout de suite. Hop, ajouter. Normalement, ça devrait marcher. C'est ça. Et je suis ici et je fais ajouter hop, une scène. Et ça devrait fonctionner. Hop. Désolé, hein. Ok. Ouais, sinon, Laurent, tu as quelques questions sur le chat. Je suis allé sur le Twitch, là. Du coup, tu as quelques questions sur Twitch et moi, j'en ai quelques-unes aussi pour toi. Donc, David, tu nous dis si on peut, Et voilà. parce que tu as pas mal de questions. ah, j'espère que je pourrai. Nice. Je vais enlever le cadre parce que ça fait quand même vraiment. Hop, voilà. Du coup, on Et commence avec les questions de Twitch. ok, c'est bon. Allez. Ouais, tu veux que je les pose? Oh non, vas-y. Alors moi j'avais deux questions sur Twitch. Ah non, il y a un petit peu plus de monde que ça. Pourquoi la vermiculite plutôt que la perlite et vice-versa? En gros, lequel des deux? Pourquoi faire? Alors, la vermiculite, j'en utilise pas pour la sphène morte.
J'en ai utilisé uniquement pour ma potée de Pangicula mexicaine, mais je sais que la vermiculite peut être utilisée au même titre que la perlite. Maintenant, je privilégie quand même la perlite par rapport à la vermiculite, par rapport à ses propriétés de rétention d'eau et voilà. Mais Ouais, Ok. et d'autant plus que la vermiculite, elle a tendance à s'écrabouiller, à se tasser un peu, alors que la perlite, enfin, elle reste quand même en place, quoi. tout à fait. Parfait. T'as une question sur Facebook, Arthur, ou pas du tout? Si. J'ai quelques remarques, mais vas-y, pose d'abord les Mhm. questions sur Alors, j'ai Twitch. une autre question, c'est comment se forme la sphaigne et pourquoi la morte se retrouve au-dessous? Alors en fait, comment se forme la sphaigne? La sphaigne, c'est une mousse. Euh, la sphaigne vivante et la sphaigne morte, c'est la même tige en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir, comme on voit sur la photo de tout à l'heure, euh, il y a un brin de sphaigne morte et au-dessus, il va y avoir la partie vivante en fait. La partie vivante meurt petit à petit, ce qui forme la sphaigne morte, et la dégradation de cette sphaigne morte devient en fait de la tourbe, à raison de 1 mm par an. Donc c'est le même brin en fait, hein. C'est juste qu'en partie aérienne, elle est vivante, et en partie souterraine, elle devient ce qu'on appelle de la sphaigne morte. Mais il s'agit bien du même brin. Ça reste la même chose. Parfait, merci. Je refais rapidement le tour. Est-ce qu'on sait s'il y a du mycélium dans la tourbe comme en terre classique et en sphaigne morte? En gros, est-ce qu'on a une activité de champignon, hein, si je dis pas de bêtises? Alors, moi déjà, ce que je peux dire, c'est qu'en culture, on arrive à voir déjà des fois des champignons qui poussent dans la sphaigne. Donc la réponse est oui, dans les milieux naturels, on peut trouver des champignons. Donc je crois même que quand j'étais sur la tourbe, il m'était arrivé de voir des champignons pousser dans ma tourbe. Et ce pas des champignons que j'avais plantés ou semés. Donc le mycélium est bien présent, oui, dans les sphaigne ou dans la tourbe. D'accord. Ok. Et une dernière question qui est, en termes de rempotage, on est sur les mêmes durées que sur de la tourbe ou pas du tout? Euh, alors, là, j'ai fait des rempotages cette année parce que j'ai changé de serre et que je suis passé sur des pots de culture plus grands. Contre, j'ai gardé certains pots. Oui, on peut être sur les mêmes durées. Euh, Comme je dis, la sphaigne, elle se décompose d'1 mm par an. Donc, avant que j'ai des pots qui arrivent en tourbe, je n'y verrai peut-être pas. Pour l'instant, t'as pas. Euh, D'accord. j'ai pas assez de retour. Je suis que sur 3 ans de culture. Mon plus vieux pot doit avoir 3 ans, justement. Ok. J'ai aucune utilité à changer le substrat aujourd'hui. De toute façon, sur les plantes carnivores, quand on est dans un pot définitif, le rempotage, il ne sert pas à grand-chose. Hmm. Quand on rempote une plante normale, normale entre guillemets, c'est pour renouveler le substrat. Nous, on n'a pas forcément besoin de renouveler le substrat puisque c'est des substrats très pauvres. Donc, il n'y a aucun Ok. intérêt à faire du rempotage. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Bah écoute, il y a des merci. Sur le Oui. chat Twitch, pour moi c'est bon. Je vais laisser la parole à Arthur sur ses commentaires et ses remarques. Ouais, il y a quelques remarques sur Facebook, et c'est un peu une question que j'avais aussi. Par exemple, Eric, il nous dit que la sphaigne morte peut rapidement se couvrir d'algues de type cyanobactéries, etc. Et qu'il peut y avoir typiquement des graines qui moisissent un petit peu au contact de la sphaigne parce qu'en fait, c'est trop humide. Du coup, je sais pas, est-ce que toi, tu l'utilises par exemple pour des semis ou plutôt pour des plantes déjà adultes? Tout à fait. J'ai fait des semis de Sarracenia il y a 2 ans. Je les ai semés directement sur sphaigne morte et tout a pris. Comme si c'était sur de la tourbe. Maintenant, l'avantage, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que je n'ai toujours pas de mousse sur ces pots-là. Donc, c'est plutôt cool parce que du coup, les tout petits rhizomes, les tout petits Sarracenia, sont pas noyés dans la mousse qui pousse naturellement. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, cette année, j'ai réitéré mes semis de Drosera et de Sarracenia sur le même type de substrat, hein, à savoir la saigne morte.
Par contre, ce qu'il dit, c'est pas faux. L'année dernière, je pense qu'avec les chaleurs, j'ai perdu pas mal de mes données qui étaient dans 100% sphènes mortes. Là, je les ai toutes rempotées dans moitié sphaigne et moitié tourbe. Je pense qu'il y a eu une cyanobactérie dans l'eau. Et la donnée n'a pas du tout aimé la plaisanterie, mais je pense que plutôt que de dire c'est à cause de la sphène, je pense que c'est vraiment à cause de la chaleur. Alors, je n'ai pas fait d'autopsie, hein, je ne pourrais pas garantir que c'est ça, mais la chaleur de l'eau a fait que ce type de substrat n'a pas aidé les plantes. Donc, c'est pour ça que les données, je ne les ai pas citées là, parce que les dernières, ça a été un peu un échec. Et t'as pas la sphaigne, tu sais, on dit souvent qu'il faut pas mélanger la sphaigne avec la tourbe parce qu'on dit qu'elle risque de pourrir un peu, de moisir, de moisir. Toi, t'as pas observé ça dans tes cultures pour l'instant. Non, 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 j'ai pas observé ça. Et puis voilà, comme on voit sur le carottage, dans le milieu naturel, parce que j'essaye vraiment d'essayer de me rapprocher un petit peu pour certaines plantes des conditions naturelles, il peut y avoir les deux. Donc non, pas de remarque là-dessus. Je n'ai pas trouvé de pourrissement suite à ça. Ok, juste peut-être un dernier truc, il y a Eric qui me corrige, qui me dit que c'est le contraire. En fait, ce qui voulait dire que la sphaigne protège les graines des champignons, donc évite en Ah, fait de les faire moisir. Donc c'était plutôt bien en fait la sphaigne. oui, Mais d'ailleurs, ça c'est une autre question que moi je m'étais noté, c'est, tu sais, on dit que la sphaigne elle a des propriétés antifongiques, etc. Mais est-ce que c'est uniquement la sphaigne vivante ou est-ce que la sphaigne morte aussi a ses propriétés, tu sais? alors ça, je ne sais pas. Je sais que la sphaigne vivante, elle a ses propriétés puisque on la met beaucoup au pied des sarracénias justement par rapport à ça. Mm. Euh, Moi, ce que j'aime bien, alors ce que j'aime bien et ce que j'aime pas, c'est la sphaigne vivante sur les sarracénias. Moi, je trouve pas ça cool parce que justement, ça, comme les Drosera, ça enterre un petit peu le rhizome et je trouve que le rhizome, il respire pas. Euh, Là, comme j'ai rempoté mes plantes, euh, le rhizome, il est vraiment au-dessus du substrat et je trouve qu'il respire mieux. Même s'il a des vertus antifongiques, j'ai peur que le rhizome de Sarracenia finisse vraiment par moisir sous l'excédent d'humidité de la sphène vivante. Ouais, Donc ouais, puis voilà, c'est ça arrive souvent en hiver hein, pour les sarracénias, ce genre de truc. ça, surtout l'hiver. Donc c'est pour ça que moi, voilà, pas de sphène vivante sur les cultures de Sarracenia et de Drosera. Ok, Mais David, c'est si tu m'autorises, j'ai une dernière question. Ah, mais il n'y oui. a pas de problème. Ouais. Je ne sais pas si Laurent, tu avais aussi des vers de tourbe. Tu n'en avais pas aussi dans ta collection? Oui. Ouais. Moi, je suis infesté de vers de tourbe, c'est l'enfer. Genre, j'arrive pas à m'en débarrasser. Est-ce Eh ben, que, du coup, tu as remarqué, est-ce qu'avec la sphaigne, du coup, en fait, ils n'ont plus rien à manger et ils arrêtent de foutre en l'air les pots ou pas? alors, je ne l'ai pas marqué, c'est vrai, dans ma petite conférence, mais c'est aussi une des motivations qui m'a fait passer sur le 100% Sphaigne. C'est parce que, comme toi, j'avais des vers de tourbe, c'est une vraie plaie. On ne s'en débarrasse pas. Moi, j'ai rempoté 2 fois. Ça sert à rien, puisqu'en fait, il doit y avoir des petits œufs, des Vous choses pouvez comme nous ça. dire juste à quoi ça ressemble pour les gens qui n'ont pas. Vers ça s'appelle des vers d'eau, en fait, c'est comme un ver de terre, mais en version beaucoup plus petite et un petit peu plus rouge. Ok, En fait, ces vers d'eau font remonter par capillarité, en fait, font remonter la tourbe en surface. Du coup, ça fait plein de petits monticules de tourbe qui d'accord. on peut ensevelir les plantes. Alors, ça ne bouffe pas les racines, hein, mais c'est vraiment un aspect esthétique qui est vraiment pas terrible. Et là, je me suis dit, bah, en mettant que de la sphène morte, ils pourront plus me faire remonter le substrat. Et même s'ils sont là et qu'ils survivent, esthétiquement, il n'y aura plus de problème. Et du coup, tout ce que j'avais passé en sphène morte, bah, j'ai jamais revu de verre dedans. Donc Non. ça, c'est vraiment des avantages aussi par rapport à ceux qui sont envahis de ça. Et il y en a qui sont envahis par ces petits vers. Ok. Ok, Tu bah tu vois, m'as j'en avais convaincu. pas entendu parler. Mais- Ah, c'est que t'as pas et t'as de la chance. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait une remarque qui a dit que, en fait, une fois que la sphaigne est morte, apparemment, elle perd ses propriétés antifongiques. D'accord. Donc, voilà.
Ok, ok. Bah écoutez, c'est parfait. On est. Ouais, vas-y, vas-y. Puis, les petites recherches que j'avais faites disaient bien que cette sphaigne avait quand même des propriétés antifongiques. Donc, ok, à voir. Parfait. Et Bah d'autres écoutez, questions? alors il y a pas de questions, mais il y a des remarques sur Twitch, hein, je vais peut-être pas aller. La sphinge vivante fait un échange d'ions avec l'eau, cela va acidifier le milieu autour d'elle. C'est pour cela que la sphinge a un pouvoir antifongique, mais il faut une eau propre et assez pure pour que les conditions antifongiques restent stables. Une autre riche va saturer le milieu et la sphinge va mourir par asphyxie. Je crois que c'est Alexis Landman qui nous dit ça. Ok, Voilà. Bah écoutez, génial. merci beaucoup. Je pense qu'on est bien là sur les questions. C'est parfait. N'hésitez pas quand même à continuer à poser vos questions sur le chat. On en parlera peut-être à la prochaine table ronde. On va garder tous les textes et on va regarder ça en détail. Il n'y a pas de souci. Je vous propose qu'on passe à la partie table ronde.